Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons tout d'abord démontrer à l'aide de considérations géométriques cette inégalité et ensuite trouver la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0. Alors, pour cela, sur ce cercle trigonométrique, en fait, si on regarde le coup de pouce, on me demande de comparer les aires des triangles OMP, OTI et la portion du disque OMI. Alors le triangle OMP, c'est ce triangle-là, rectangle au point P. Donc faut pas oublier que ça représente le cosinus de x et que ici, ça représente le sinus de x. Donc si on cherche l'aire du triangle OMP, on sait très bien que c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc la base ici c'est OP. La hauteur c'est PM que je divise par 2. OP représente le cosinus de x et le PM représente le sinus de x. Donc voilà pour l'aire du triangle OPM. Passons maintenant à l'aire du triangle OTI. Alors, la même chose, l'aire du triangle OTI. Donc on aura, comme tout à l'heure, la base fois la hauteur divisée par 2. Donc la base ici, c'est OI. La hauteur, c'est IT, divisé par 2. Alors, OI, on sait très bien, puisque c'est un cercle trigonométrique, donc c'est le rayon, et le rayon c'est 1. Là, le problème, c'est comment déterminer IT. Alors, tout simplement, si je prends cette configuration-là, ce triangle-là, il est rectangle, ce triangle-là aussi, il est rectangle. Donc, les droites MP et IT étant parallèles, on peut appliquer le théorème de Thalès ici. Et le théorème de Thalès ici, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que OP sur OI égale PM sur IT. Donc, puisque je cherche IT c'est OI fois PM divisé par OP. Donc il suffit de remplacer. On avait dit que OI était 1. PM, on avait vu que le sinus de x. Et OP, c'est le cosinus de x. En fait, IT n'est autre que la tangente. Mais je vais garder sinus de x sur cosinus de x. Vous allez voir pourquoi. Voilà pour l'aire de OTI. Passons maintenant à l'aire de la portion du disque. Passons maintenant à l'aire de la portion. Donc on avait dit que la portion du disque qui nous intéresse c'est celle-ci. Il ne faut pas oublier que dans un disque, l'aire du disque c'est pi R2. Pi fois le rayon carré. Là, la portion, l'angle, c'est x. Donc on cherche l'aire de cette portion-là. Il suffit d'appliquer une simple règle de 3. Donc l'aire, c'est x fois pi. Le rayon, c'est 1. Donc ça reste sur 2pi. Et donc ça me donne x sur 2. Donc au final, l'aire de la portion du disque, on va dire du secteur angulaire, elle est donnée par x sur 2. Donc voilà, concernant les trois aires. Maintenant, quand on regarde attentivement, on voit bien que
l'aire de cette partie-là est plus grande que l'aire de la portion, qui est plus grande que l'aire du triangle. Donc on les réécrit. Donc l'aire de OMP est plus petit que l'aire de mon secteur, qui est plus petit que l'aire du triangle OTI. Donc là, il suffit de remplacer. Donc on aura cosinus de x fois sinus de x pour le premier divisé par 2, inférieur ou égal à x sur 2, qui est lui-même inférieur ou égal à sinus de x sur 2 cosinus de x. Alors, ce qui se passe ici, c'est que on vous donne x compris entre 0 et pi sur 2. Si x compris entre 0 et pi sur 2, ça signifie que le sinus est positif et le cosinus est positif. Et les deux ne s'annulent pas parce que c'est strictement plus grand que 0 et strictement inférieur à pi sur 2. Étant donné que c'est positif, donc je peux multiplier tout ça par 2 sur sinus de x. Donc si je multiplie tout par 2 sur sinus de x, donc on va obtenir ceci. Donc on obtient cette double inégalité. Ici, on va tout simplement, on simplifie sinus et 2. Et on va obtenir cette inégalité. Alors qui ressemble plus ou moins à celle qu'on voulait, sauf celle qu'on cherche, en fait, c'est l'inverse de tout ça. Donc là, on va tout naturellement, puisqu'on a vu que le x, sinus de x et cosinus de x, ils sont tous positifs, donc on va inverser. Et si on inverse, on va obtenir ceci. Et voilà, donc après, ça, si on l'a réécrit, on aura bien cosinus de x inférieur ou égal à sinus de x sur x, qui est inférieur ou égal à 1 sur cosinus de x. Donc voilà, concernant la question 1. On va maintenant faire la question 2. Donc, dans cette question-là, on cherche la limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0. Donc, on va utiliser ce qu'on a vu dans la question 1. Dans la question 1, on a vu que cosinus de x est inférieur ou égal à sinus de x sur x, qui est inférieur ou égal à 1 sur cosinus de x. Bon, ça c'est fait. Donc là, maintenant, au passage de la limite, on sait très bien que cosinus de 0, c'est 1. Donc, tout ça va tendre vers 1. Là aussi, ça va tendre vers 1. Et d'après le théorème des gendarmes, sinus x sur x va tendre aussi vers 1. Donc là, tout simplement, on a limite de 1 sur cosinus de x quand x tend vers 0 égale 1, qui est égal à la limite de cosinus de x quand x tend vers 0. Donc, d'après le théorème des gendarmes, ou donc encadrement, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, limite de sinus de x sur x quand x tend vers 0 égale 1. Passons maintenant à la suite de notre activité. Donc là, dans la question 3, on me demande, en s'aidant de ce graphique-là, on essaye d'établir une relation entre les variations de la fonction sinus et le signe des fonctions cosinus, aspect sinus. Alors, quand on regarde la fonction cosinus, c'est celle qui est en rouge,
pour des raisons pratiques, on va tronquer notre intervalle, c'est-à-dire on va travailler de moins pi à pi. Donc là, on voit bien que de moins pi à 0, la fonction cosinus, elle est croissante, et de 0 à pi, la fonction, elle est décroissante. Ce que je vais résumer dans le tableau. Donc on a vu que là, à moins pi, avant moins 1, elle est croissante jusqu'à 0, qui me donne 1, et de 0 à pi, elle est décroissante jusqu'à moins 1. Maintenant, on va passer aux variations de la fonction sinus. Donc la même chose, de moins pi à moins pi sur 2, on voit bien qu'elle est décroissante. Ensuite, de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, elle est croissante. Et enfin, de pi sur 2 à pi, elle est décroissante. Donc là aussi, je vais résumer cela dans le tableau de variation suivant. Donc on a vu, donc en moins pi, la fonction sinus, elle est à 0, elle décroît jusqu'à moins 1, ensuite elle est recroissante jusqu'à 1, et ensuite elle redécroît jusqu'à 0. Voilà, sur l'intervalle moins pi pi. Donc là, on me demande en fait, qu'est-ce qu'on me demande après avoir fait ce travail-là, de conjecturer une relation entre les variations de la fonction sinus et le signe de la fonction cosinus. Et inversement, les variations de la fonction cosinus et le signe de la fonction sinus. Alors, commençons par les variations de la fonction sinus et le signe du cosinus. Alors, quand on regarde le signe du cosinus, alors on est bien d'accord que entre moins pi et pi sur 2, là, la fonction elle est en dessous de l'axe des abscisses, donc elle est négative. De moins pi sur 2 à pi sur 2, elle est positive. Et de pi sur 2 jusqu'à pi, là aussi, elle est en dessous, donc elle est négative. Donc si je regarde le signe de la fonction cosinus et les variations de la fonction sinus, on voit bien qu'entre moins pi et moins pi sur 2, bah, le cosinus il est négatif et le sinus est décroissante. Ensuite, entre moins pi sur 2 et pi sur 2, on voit bien que le cosinus il est positif et la fonction sinus elle est croissante. Et enfin, entre pi sur 2 et pi, on voit bien que le cosinus est négative et la fonction entre pi sur 2 et pi de la fonction, elle est décroissante. Maintenant, inversement, si on prend les variations, le signe de la fonction sinus, donc entre moins pi et 0, la fonction sinus, elle est négative. Entre 0 et pi, elle est positive. Donc si je regarde les variations du cosinus, entre moins pi et 0, la fonction sinus elle est négative, la fonction elle est croissante. Entre 0 et pi, la fonction, le sinus est positif et la fonction est décroissante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ici, le signe s'inverse des variations. Donc, on peut éventuellement conjecturer et de dire que donc la dérivée, puisque c'est la dérivée qui me donne le sens de variation. Donc on peut dire ici que comme le signe de la fonction elle est négative entre moins pi 0 et que entre moins pi 0 le cosinus est croissant, ça veut dire que c'est moins le signe du sinus. Et que ici, de 0 à pi, le cosinus est décroissant et la fonction sinus, elle est positive, donc c'est moins aussi le signe de la fonction. Par contre, pour le sinus, on avait vu tout à l'heure, ça correspond. Donc on peut dire que quand le sinus, la fonction sinus, elle est décroissante, bah, c'est le signe de la fonction cosinus. Et quand le sinus elle est croissante, c'est le signe positif. Donc c'est le signe de cosinus. Donc ici, on peut dire que la dérivée du sinus, c'est le cosinus, et la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc ça, c'est
ce qu'on peut conjecturer pour la question 3. Passons maintenant à la question 4. Alors, dans la question 4, on nous demande de démontrer plusieurs égalités. Donc la première, c'est celle-ci. Donc on va s'aider par les formules d'addition et de duplication du sinus et du cosinus. Alors, on va tout simplement pour la première appliquer directement cette formule-là. Donc, on va avoir sinus x plus h moins sinus x égale directement. Donc, on avait sinus x plus h, c'est quoi? Bah, c'est sinus x cosinus h plus cosinus x sinus h. Tout ça, toute cette partie-là, c'est le sinus de x plus h. J'enlève sinus de x. Donc ça, ben on va avoir cosinus x sinus h. Ensuite, sinus x cosinus h moins sinus x. Cosinus x, sinus h, il va rester tel qu'il est. De l'autre côté, on a sinus x, donc on factorise par sinus x. Il va me rester cosinus h moins 1. Et après, on va tout simplement diviser par h. Et donc on aura sinus x plus h moins sinus x divisé par h est égal à cosinus x sinus h sur h plus sinus x cosinus h moins 1 sur h. Donc voilà, concernant le A de la quatrième question. Passons maintenant à la question 4b qui me demande de montrer que la limite de cosinus h moins 1 sur h quand x tend vers 0 égale 0. Alors ici, on va utiliser les formules de duplication. Donc, on sait que cosinus de alpha égale cosinus carré alpha moins sinus carré alpha. Si je remplace 2 alpha par h, ici je mets h, donc si 2 alpha égale h, donc ça veut dire que alpha égale h sur 2. Donc là, dans la formule d'arrivée, je vais avoir donc cosinus h est égal à cosinus carré h sur 2 moins sinus carré h sur 2. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on sait que 1, c'est cosinus carré alpha plus sinus carré alpha, quelle que soit la valeur de alpha. Donc, là aussi, si je remplace alpha par h sur 2, je vais avoir 1 égale cosinus carré h sur 2 plus sinus carré h sur 2. Bah, ici, puisque j'ai cosinus h moins 1, donc je vais avoir tout ça moins tout ça. Donc on va avoir cosinus carré h sur 2 moins sinus carré h sur 2 qui est représenté cosinus h moins le cosinus carré h sur 2 moins sinus carré h sur 2. Là, je l'ai fait directement. En fait, c'est moins 1, donc c'est moins tout ça. Donc, je mets les parenthèses. Donc, puisqu'il y a un moins qui le précède, on enlève les parenthèses. On change les signes. Donc là, qu'est-ce qui va se passer?
Le cosinus carré h moins cosinus carré h disparaît. Et il va me rester moins 2 sinus carré h sur 2. Ah. Arrivé à ce stade-là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc on va réécrire. Donc cosinus h moins 1 sur h égale moins 2 sinus carré h sur 2, le tout divisé par h. Pas oublier qu'on est en train de chercher la limite. Sauf que dans la partie 1, tout à l'heure, on a vu que limite de sinus x sur x, quand x tend vers 0, égale 1. C'est ce qu'on va appliquer. Alors là, j'attire votre attention sur un point très particulier. C'est sinus x, c'est-à-dire ce que je mets ici, je dois le retrouver obligatoirement au dénominateur. Ici, vous avez sinus carré. Donc moi, je n'ai pas besoin de sinus carré. Donc sinus carré, c'est sinus fois sinus. Ok, donc ça se règle. Ici, vous avez h sur 2. Et là, vous avez h. Donc moi, j'ai besoin d'avoir ici h sur 2. Donc je vais faire apparaître le 2. Donc on va réécrire tranquillement. Donc on va avoir moins 2 sinus h sur 2, dont je n'ai pas besoin, fois sinus h sur 2 divisé par h. Là, j'ai besoin du 2, donc je vais apparaître un 2. Et puisque j'ai fait apparaître un 2, je multiplie par 2 comme si je n'avais rien fait. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce h sur 2 joue le rôle de x. Donc, au passage à la limite, qu'est-ce que je vais obtenir? Tout simplement, limite de sinus h sur 2 sur h sur 2 quand h tend vers 0, ben ça va me donner 1. Pourquoi? Parce qu'on a vu que quand vous avez sinus de x sur x quand x tend vers 0, c'est 1. Donc là, vous avez sinus h sur 2 quand h tend vers 0. En fait, le h sur 2 ici joue le rôle de x. Donc ça va vous donner 1. Alors, ici, ça va vous donner 1. Limite de sinus h sur 2 quand h tend vers 0, c'est sinus de 0. Et sinus de 0, c'est 0. Ça veut dire que par multiplication, limite de cosinus h moins 1 sur h quand h tend vers 0, et bien ça, c'est égal à moins 2 fois 0 fois 1, qui est égal à 0. Et c'est ce qu'on vient de montrer. Or, il faut faire très attention, il faut faire les trucs petit à petit, encore une fois. Donc, maintenant, on va passer à la question C, où une des conjectures émises dans la question 3 est-elle vérifiée? Alors, est-elle vérifiée? Là, quand je rappelle que les conjectures de tout à l'heure, c'est que les variations du cosinus, le cosinus, c'est moins le sinus, et que le sinus, c'était le cosinus, c'est-à-dire le signe de la dérivée. Donc, on va essayer de voir ça maintenant. Voilà, donc je réécris l'une de mes conjectures, où c'était que la dérivée du sinus, c'était le cosinus. Alors, on va chercher la dérivée du sinus. Alors, juste un petit rappel concernant la dérivation. On a vu que si on a limite de f de x plus h
moins f de x sur h quand h tend vers 0, si cette limite existe et elle est finie, donc c'est égal à f' de x. Bon, alors, nous, la fonction ici, c'est sinus. Donc, on va chercher la limite de sinus x plus h moins sinus x sur h quand h tend vers 0. Sauf, on avait vu dans la question 4a que sinus de x plus h moins sinus de x sur h est égal à cette quantité-là. Donc, c'est ce qu'on va remplacer. Donc, on aura la limite de cosinus x fois sinus de h sur h plus sinus de x fois cosinus h moins 1 sur h quand h tend vers 0. Sauf que, on vient de voir que la limite de cosinus h moins 1 sur h quand h tend vers 0 me donne 0. Et on avait vu dans la partie 1 que sinus h sur h quand h tend vers 0 est égal à 1. Donc, par somme de limites, 1, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que le cosinus de x. Donc, la limite qui là existe, elle est finie, et c'est égal à cosinus de x. Sauf que cette limite-là, si on revoit le rappel, f de x plus h moins f de x sur h, c'est f'. Donc là, le f, c'est sinus. Et donc, ça veut dire que ça, c'est sinus prime de x. Et donc, la conjecture faite tout à l'heure, elle est vérifiée. Pour la question 5, je vous laisse, c'est exactement le même raisonnement pour arriver à démontrer que la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Il suffit tout simplement ici de remplacer sinus par cosinus x plus h moins cosinus x et d'appliquer cette formule et de calculer la limite à la fin. Donc voilà, j'espère que ce n'était pas très lourd pour vous. Encore une fois, il faut faire les choses doucement et tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée à vous.